Editorial y Librería Herder presenta Problematizando con Jean-Michel Vives, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de Editorial Herder. Jean-Michel Vives ejerce el psicoanálisis en Francia. Su trabajo se centra en la voz y el goce concomitante. Aborda estas cuestiones también a partir de prácticas artísticas que implican la utilización de la música sacra, la ópera, el misticismo. Jean-Michel Vives es autor también de varios libros, entre ellos Las voces de la creación, El psicoanálisis sorprendido por el arte y La voz en el diván, que será publicado próximamente por Editorial Herder. El autor es frecuentemente invitado a viajar a diferentes ciudades para hablar sobre su trabajo, entre ellas Nueva York, Toronto, Río de Janeiro. Asimismo es dramaturgo. Ha participado en algunas obras, entre ellas El retorno a desierto de Bernard-Marie Courtés, El aumento de Georges Perec y Don Giovanni de Mozart. Tengo el gusto de recibir a Jean-Michel Vives, psicoanalista, para problematizar sobre la voz. Jean-Michel tiene mucho que aportar en este aspecto porque es un gran conocedor del mundo de la música y principalmente de la ópera, además de tener una práctica con la voz, es decir, canta. Y es a partir de estos dos saberes que hoy problematizaremos sobre esto. La voz como objeto A, pero también la voz registro de el real, del inconsciente real, el cual intentaremos asomarnos un poco. Cuando digo registro del real, no significa que no se presente anudado borromianamente a los otros dos registros, pero aquí intentaremos una aproximación del real. Estamos trabajando en este espacio desde hace un buen rato sobre la langue, sobre la musicalidad, la melodía, la sonoridad, registro del real. Y la voz es fundamental en esto. Problematizaremos teniendo como base la incompatibilidad entre la voz y la palabra, es decir, entre la sonoridad, registro del real, y la significación, registro del simbólico. Está la voz y está lo que dice la voz. Dos presencias totalmente diferentes. Al principio podemos ser captivados por las características de una voz, el acento, por ejemplo, la entonación, pero esto desaparece apenas se presta atención a lo que se dice. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Vives, psychanalyste, pour problématiser sur la voix. Jean-Michel a une grande connaissance en musique et principalement en l'opéra, en plus d'avoir une pratique personnelle avec la voix. Il chante. Et c'est à partir de ces deux savoirs qu'on s'approchera à la voix comme objet A, mais aussi à la voix comme registre du réel. Ça fait un moment déjà dans cet espace qu'on travaille à propos de la langue écrite en un seul mot, la musicalité, la sonorité, registre du réel, et la voix est ici fondamentale. Et la base sur laquelle on problématisera aujourd'hui, c'est l'incompatibilité entre la voix et les mots, c'est-à-dire entre la sonorité, registre du réel, et la signification, registre du symbolique. Il y a la voix et il y a ce que dit la voix, deux présences totalement différentes. On peut être au début captivé par les caractéristiques d'une voix, l'accent, l'intonation, etc. Mais ça disparaît à peine on fait attention
au dire. Jean-Michel, il y a une tension entre la voix et l'effet de signification. C'est la signification ou c'est la voix? L'acte de parole couvre la voix. S'agit-il de la musicalité de la voix ou du timbre qui produit une émotion et qui couvre la signification? Très bien. Merci beaucoup, Marie-Rose, Rosemary, pour cette présentation. Alors, cette tension entre les mots et la voix, c'est quelque chose effectivement qui est essentiel et qui dirige toute ma réflexion autour de cette question de la voix. En fait, je crois qu'il faut essayer de resituer les choses de façon un peu plus précise, puisque je crois que l'apport de la psychanalyse, c'est de nous faire penser justement la voix, pas forcément dans sa dimension sonore. Et ça, c'est quelque chose qui vient mettre à mal le rapport que nous avons habituellement avec la voix, puisque dans l'expérience quotidienne, l'expérience habituelle, la voix, c'est ce qui sort de ma bouche et c'est ce que la personne entend. Or, Lacan va nous proposer de percevoir la voix pas simplement dans cette dimension du sonore, et peut-être même, sûrement pas essentiellement du côté du sonore, mais en tant qu'aphone. Alors, ce n'est pas une provocation de la part de Lacan de situer la voix du côté de cette dimension aphone, mais c'est une façon de faire entendre que justement, si on veut essayer de comprendre quelque chose au registre de la voix en tant qu'objet petit a, on n'a pas intérêt à le chercher du côté de la sonorité, du côté de la modulation, du côté de la mélodie, mais du côté de quelque chose de bien différent qui serait ce que j'essaye de situer moi du côté de l'adresse. Voilà. C'est-à-dire qu'une voix, c'est quelque chose qui sous-tend un acte, un énoncé, un acte de parole, et qui implique que cet acte de parole connaisse une adresse. À partir de là, on pourrait dire que cet acte d'adresse, il peut être sous-tendu aussi bien par une vocalisation que par un regard. On dit très bien d'un regard qu'il en dit long. Et donc, à ce moment-là, on voit que la voix, tout d'un coup, peut quitter le champ du sonore pour basculer du côté du scopique, ce qui commence déjà à problématiser, je dirais, la question de la voix de façon un peu différente. On parle bien aussi, et ce n'est pas encore une fois une provocation, mais c'est quelque chose de tout à fait pertinent, de la voix du sourd-muet. Le sourd-muet, quand il signe, il va accompagner son énoncé gestuel d'expressions vocaliques qui ne sont pas du tout signifiantes, mais qui sont justement la manifestation de ce phénomène d'adresse dirigée vers l'autre. Donc, tu vois, c'est ça que je pense qu'il faut déjà essayer de préciser. Avec la voix, on n'est pas forcément du côté de la voix telle que justement l'opéra la met en scène. Alors, si j'ai pris ce chant de l'opéra, bon, tu l'as compris, c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, et c'est parce que c'est une espèce de champ de recherche qui nous permet de pointer un certain nombre de paradoxes liés à la voix comme objet petit a. Un de ces paradoxes, c'est que pour chanter, il faut accepter de perdre un certain nombre de qualités d'énonciation. Et ça, par exemple, tous les chanteurs le savent. À partir du moment où on monte de plus en plus dans l'aigu, donc à partir du moment où la voix se rapproche dangereusement du cri, on y reviendra peut-être,
eh bien, les possibilités d'articulation disparaissent. C'est pour ça que même quand une chanteuse chante dans une langue qu'on connaît bien, comme l'espagnol pour toi ou le français pour moi, dès que la voix va s'élever vers l'aigu, pour pouvoir faire sortir un beau son, elle va devoir effectivement accepter de perdre souvent en qualité d'énonciation. Et là, on voit déjà une tension qui se dessine entre ce qui serait de l'ordre de la signification, c'est-à-dire que la signification va se perdre pour que jaillisse quelque chose de la voix. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, si quand je t'entends parler en français, je m'attache au reste d'accent de ta langue, je vais effectivement me laisser bercer par la musicalité et je vais perdre la signification. Pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir entendre ce que tu essayes de me dire, il faut effectivement que j'oublie cet accent agréable, beau, et qui effectivement pourrait risquer de mettre à distance la dimension de la signification. Donc ça, c'était un petit peu pour situer la chose. Il y a un autre élément que tu as introduit et qui me paraît extrêmement important, c'est la question du timbre. Alors cette question du timbre, c'est quelque chose sur laquelle je travaille depuis maintenant assez longtemps parce que c'est une dimension tout à fait étrange. En ce sens qu'un son musical, il peut être mesuré. On peut, par exemple, mesurer sa hauteur. Ça va se faire en hertz, hein, ça donnera une certaine fréquence. Donc, face à la hauteur d'un son, on pourra mettre 440. Par exemple, 440 Hertz, ça correspond au La du diapason. Donc, c'est une fréquence, c'est un chiffre. Et puis, il y a la puissance qui va se mesurer en décibels. Donc, on va dire, c'est un son qui est puissant, fort, tant de décibels. Par contre, il n'y a aucune unité de mesure du timbre. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire que le timbre, c'est quelque chose qui échappe à cette dimension de la mesure. Donc, c'est quelque chose qui échappe à la dimension du symbolique, puisque si on veut essayer de définir un timbre, on va utiliser des métaphores, des images. C'est un timbre qui est doux, c'est un timbre qui est froid, c'est un timbre qui est chaleureux ou cuivré. Mais bon, une fois que je t'aurais dit la personne avec qui j'ai discuté avait un timbre cuivré, tu ne seras pas pour autant capable de te représenter quelle était cette voix-là. Ce qui veut dire que les mots qu'on va pouvoir utiliser pour définir le timbre d'une voix seront toujours insuffisants à la cerner. Et là, bien sûr, tu reconnais déjà une des définitions du réel, c'est-à-dire ce qui échappe au pouvoir de nomination, ce qui échappe à la possibilité d'être totalement pris en charge par le symbolique. Donc on pourrait dire que le timbre, c'est cette dimension qui échappe au symbolique et qui est en fait ce que moi j'appelle le réel de la voix. Et avec ce réel de la voix, on pourrait dire qu'on approche une des formes d'imaginarisation peut-être les plus pertinentes de ce que serait la voix dans sa dimension d'objet petit a. Je ne dis pas que le timbre, c'est la voix comme objet petit a, mais ça serait ce qui nous permettrait, comme ça, de pouvoir s'en approcher un tout petit peu. Et c'est sans doute pour ça que c'est sur cette dimension du timbre que la passion va se cristalliser. On a tous rencontré des personnes, ou même parmi nos patients, des personnes qui ont pu nous parler de ce coup de foudre vocal, où ils ont pu nous dire dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que c'était elle, ou j'ai su que c'était lui. Ce coup de foudre vocal, sur quoi
vient-il fonctionner? Eh bien, en fait, il vient en fait fonctionner sur cette rencontre avec un timbre qui, tout d'un coup, vient faire résonner le sujet. Tu te souviens que dans le séminaire 23, Lacan dit que la voix, c'est ce qui résonne dans le corps. Donc, c'est tout à fait intéressant d'articuler le corps et la voix dans quelque chose qui mettrait les deux en résonance. Cet apport de l'idée de résonance dans le dernier Lacan, c'est quelque chose qui me paraît vraiment un apport essentiel et très, très important pour penser les choses cliniquement. C'est-à-dire qu'il y aurait comme ça cette possibilité de mise en continuité du corps et de la voix par la résonance. La résonance, c'est quand même un phénomène qui est tout à fait étrange, puisque c'est quelque chose qui va faire que deux corps hétérogènes, deux choses qui sont hétérogènes, viennent tout d'un coup se mettre à vibrer selon une même fréquence. Eh bien, le corps pourrait être mis en vibration par la voix. C'est ce que nous dit Lacan au séminaire 23, et je crois qu'on en fait régulièrement l'expérience. Régulièrement, on sait qu'il y a des voix comme ça qui vont venir résonner en nous de façon spécifique, et je crois que ce phénomène de résonance, c'est le timbre de la voix qui est essentiellement mis en jeu à ce moment-là. Voilà, c'était un petit peu long, je suis désolé. Alors, la résonance et le timbre, ce sont deux choses différentes? Absolument. Je dirais qu'effectivement, ce sont deux choses différentes. La résonance est un phénomène physique. C'est comme ça que je le pense, et je crois que quand Lacan parle de résonance, il fait référence vraiment à ce phénomène physique, c'est-à-dire de quelque chose qui vient permettre à deux choses, deux objets, deux éléments hétérogènes, à se mettre en contiguïté et en continuité à partir de la résonance. Le timbre, ce serait un de ces éléments, et le corps, ce serait un autre élément. Et le timbre viendrait rentrer en résonance avec le corps. Et ce qui fait articulation, nous dit Lacan, juste un peu plus loin dans le séminaire 23, c'est effectivement la question du réel. Et ça, effectivement, je crois que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire que l'apport de Lacan à la fin de son œuvre, c'est bien effectivement d'essayer de penser comment, de façon assez énigmatique, le réel peut faire médiation. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est quelque chose de tout à fait intéressant. Et la voix, je pense, dans sa dimension d'objet petit a, est une des expressions de cette médiation du réel. D'accord. Quand deux voix résonnent l'un pour l'autre, disons, je ne sais pas comment dire, c'est là où tu situerais-tu un appel? Alors, aussi, à part de l'autre grand A. Oui. Ouais. Alors, et effectivement, je veux dire, là, tu ouvres un champ CHAMP, pour le coup, un champ énorme, qui est donc la question de la pulsion invocante. Puisque quand on fait référence à cette question de l'appel, c'est la question de la pulsion invocante qui est convoquée d'une certaine manière. Alors, cette question de la pulsion invocante, c'est une question qui est extrêmement intéressante et extrêmement complexe, puisque, comme tu le sais, Lacan n'a pas consacré à la pulsion invocante les grands développements qu'il a pu consacrer à la pulsion scopique.
Donc, nous sommes un peu condamnés, lorsqu'on veut travailler sur cette question de la pulsion invocante, à travailler à partir des bribes que Lacan a pu, comme ça, laisser à l'occasion de son séminaire. Donc, il y a des grands moments, des moments importants comme ce que Lacan peut articuler autour de la voie des psychoses. C'est là où quelque chose, effectivement, de la pulsion invocante se dessine. Lacan est entré dans la question de la voix à partir de sa pratique de psychiatre, donc à partir de sa pratique sur les voix hallucinées. Et puis, il va petit à petit dégager cette question de la simple psychopathologie. Et le grand moment où Lacan va développer ces questions, ça sera dans le séminaire sur l'angoisse, donc le séminaire 10, lorsqu'il va reprendre le texte de Theodor Reich sur le chauffard. C'est-à-dire que le moment où il s'intéresse justement à cette interprétation que fait Theodor Reich du rituel du chauffard à partir de la lecture de Totem et Tabou. Alors, le texte de Reich est foisonnant, passionnant. Lacan en fait une lecture vraiment extrêmement serrée. Et il en propose, bien sûr, comme d'habitude, une issue tout à fait fascinante et extrêmement originale, puisque Theodor Reich, articulant de façon très précise tous les moments de l'Ancien Testament qui nous renvoient au dialogue entre le peuple et Dieu à travers le son du chauffard. Donc, en articulant ces textes-là et le texte de Freud sur Totem et Tabou, Theodor Reich dit, en fait, le chauffard, c'est le reste sonore du père assassiné. Ça, c'est une idée vraiment brillantissime. Et il dit, en gros, à travers le son du chauffard, c'est la voix du Dieu assassiné, ou en tout cas le râle du Dieu qu'on est en train d'assassiner d'une certaine manière, qui se fera entendre et qui rappellerait d'une certaine manière la culpabilité. Donc, le Dieu ou le Père? Pardon? Le Dieu ou le Père? Eh ben, pour Theodor Reich, les deux, à ce moment-là, d'une certaine manière, se superposent. C'est-à-dire que la lecture qu'il a de la Bible, c'est une lecture orientée de façon essentielle à partir du texte de Totem et Tabou. Donc, à la place de Dieu le Père, c'est bien effectivement la figure du Dieu comme Père assassiné. Et donc, le chauffard, en tout cas le son du chauffard, nous dit Theodor Reich, serait ce reste. Et il dit, en fait, ce son, il s'adresse au peuple pour qu'il se rappelle qu'est-ce qui a été à l'origine, en fait, de sa constitution en tant que peuple, c'est-à-dire l'assassinat. Lacan va avoir une autre interprétation qui sera vraiment extrêmement intéressante et, comme d'habitude, très étonnante et brillantissime. Il dit, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Et il dit, en fait, le son du chauffard, il s'adresse à Dieu. Il dit, en gros, en sonnant le chauffard, on lui rappelle qu'il est mort. Et on lui rappelle, en gros, qu'il ne doit cesser de nous importuner avec ses injonctions surmoïques. Lacan, dans le séminaire 10, apporte quelques éléments sur le surmoi qui sont tout à fait intéressants. Et là, il a cette idée, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu ce que dit Prévert. Prévert, dans Notre Père, il dit « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Voilà. Et bien, Lacan nous dit « Jouer du chauffard, c'est un peu la même chose ». C'est-à-dire, c'est rappeler à Dieu qu'il ne peut régner que comme Père mort. Voilà. Et donc, cette
sonnerie du chauffard aurait à partir de là quelque chose qui serait de l'ordre d'une dimension pacifiante, puisque cette figure terrible, surmoïque, pesante, tout d'un coup serait d'une certaine manière remise à sa place. Donc là, on pourrait dire que Lacan n'a pas encore réellement théorisé la question de la pulsion invocante, mais quelque chose s'en dessine de façon tout à fait importante. C'est-à-dire que la question de la pulsion invocante, elle va se construire, et puis on pourrait dire que dans le séminaire 11, il y a un élément qui va être important lorsque Lacan va articuler dans le démontage de la pulsion l'idée de l'appel et de la voix. C'est-à-dire que la pulsion invocante, ça serait quelque chose qui s'articulerait autour d'un se faire appeler. Et si on reprend le démontage de la pulsion, en tout cas tel que Freud nous propose dans Pulsions et états des pulsions, dans la métapsychologie en 1915, Freud articule 3 temps. À partir, lui, c'est la pulsion qu'il appelle de regarder. Hein. Regarder, être regardé, se faire regarder. Bien, on pourrait dire que Lacan, d'une certaine manière, en appliquant, si j'ose dire, l'idée freudienne de pulsion et destin des pulsions à la question de la pulsion invocante, va dire, eh bien, la pulsion invocante pourrait s'articuler de la façon suivante: un temps qui renverrait à l'appel, un temps qui renverrait à être appelé, et un troisième temps qui serait, lui, se faire appeler. Et si on reprend le texte que Freud envoie à son ami Fliss sous le titre de l'esquisse pour une psychologie scientifique, on pourrait dire que Freud pressent quelque chose de cet ordre-là, puisqu'il nous décrit la naissance du sujet psychique dans une jaculation du cri. C'est-à-dire un cri qui serait jeté sur le monde. Et en fait, Freud nous dit que dans un premier temps, l'infance, en état de souffrance, la première réponse qu'il va avoir, c'est l'hallucination, c'est-à-dire refuser l'état de souffrance. Et puis, bon, l'hallucination, bien sûr, ne tenant pas, bien, il va tenter d'expulser cet état de souffrance hors du corps, et cette expulsion va prendre la forme d'un cri. Mais ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que ce cri mythique, ce premier cri, n'est pas un appel. C'est simplement l'expulsion de cet état de souffrance. Et dans le commentaire que Lacan fera du rapport de Lagache, il va nous dire en fait ce qui transforme le cri en appel, c'est la réception que l'environnement va en faire. Et donc on voit bien se dessiner ici les premiers temps mythiques, pourrait-on dire, du circuit de la pulsion invocante, c'est-à-dire cette expulsion du cri qui, la plupart du temps, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, donc qui va être accueilli, qui va être reçu, qui va être interprété, puisque ce qui est assez saisissant, c'est qu'on pourrait dire que l'environnement de l'enfant, dès le début, va mettre l'enfant en position, pourrait-on dire, de sujet supposé parlant. C'est-à-dire que l'environnement va attribuer un sens immédiatement à ces cris. C'est ce que Pira Olanier va appeler, elle, la violence de l'interprétation, d'une certaine manière. C'est-à-dire que toute manifestation va être prise dans le réseau
de signification imposée par l'environnement. Donc, il va y avoir ce cri va être interprété et va en être, à ce moment-là, un appel. Donc, c'est là qu'on retrouve les 3 temps dont j'ai parlé tout à l'heure, appeler, même si dans un premier temps, ce n'est pas réellement un appel, et ensuite, la réponse de l'autre, qui sera être appelé, et le 3e temps, pour que la pulsion se boucle, pourrait-on dire, c'est se faire appeler, c'est-à-dire aller par un lancement d'un nouveau cri, quêter l'oreille de l'autre pour avoir à nouveau une réponse. Ce qui est tout à fait caractéristique et spécifique de la pulsion invocante, c'est que pour pouvoir fonctionner dans sa forme la plus commune, elle nécessite 2 zones et elle nécessite la présence de l'autre. Quand tu vois le trajet de la pulsion que Lacan dessine dans le séminaire 11, il n'a pas besoin de faire d'introduire la présence de l'autre. Or, dans le circuit de la pulsion invocante, tel que je te l'ai décrite là, il y a 2 zones qui sont mises en jeu. C'est la zone qu'on va qualifier de pharyngée et l'oreille. C'est-à-dire que ce cri sort de la zone pharyngée, va aller résonner dans l'oreille de l'autre, qui va donner de la voix et donc solliciter cette zone pharyngée, qui va venir à ce moment-là résonner dans l'oreille de l'infant. Et tu vois, c'est là où tout d'un coup on voit que ce qui est spécifique de cette pulsion, c'est une espèce de complexité, puisqu'on a affaire à 2 zones, mais 2 zones au carré, puisque c'est à la fois l'oreille de l'infant et l'oreille de l'autre qui est en jeu, et la zone oropharyngée de l'infant et la zone oropharyngée de l'autre qui est également en jeu. C'est pour ça que je dis 2 zones au carré. Et donc, on voit bien que pour pouvoir se boucler, il va falloir effectivement qu'à cet appel vienne répondre ce que j'appelle donc un autre non-sourd qui puisse interpréter cet appel et venir boucler d'une certaine manière le circuit de la pulsion invocante. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est ça la résonance entre 2 voix? Eh bien, c'est quoi? Ça, c'est une question effectivement qui est extrêmement complexe et qui est extrêmement intéressante, puisque c'est une question, je pense, qui, en tout cas c'est comme ça que je le pense aujourd'hui, au cœur de la dynamique de l'autisme. Jean-Claude Malval a écrit un ouvrage réellement intéressant qui s'appelle « L'autiste et sa voix », où il développe cette question de la spécificité du rapport de l'autiste à cet objet spécifique qu'est la voix. C'est-à-dire que pour produire un énoncé, il faut accepter de sacrifier la voix sur l'autel de la parole. C'est-à-dire que parler, c'est d'une certaine manière accepter de perdre la voix. Or, et ça, je crois que c'est la thèse de Jean-Claude Malval, il n'y a pas de possibilité de cession de cet objet chez l'enfant autiste. Et ce qui moi, m'a beaucoup intéressé quand j'ai travaillé avec les enfants autistes, c'est leur appétence pour la musique. Et parfois même, je dirais, leur grand talent et leur habileté par rapport aux questions musicales. Alors, qu'est-ce qui permettrait à l'enfant autiste
d'être sensible à la musique, là où son rapport au langage est si difficile, si douloureux. À tel point que, comme tu le sais, si on s'adresse directement à un enfant autiste, il va soit se boucher les oreilles, soit essayer de fuir, soit développer un certain nombre de comportements qui peuvent être parfois extrêmement violents d'auto-agressivité, voire d'hétéroagressivité. En fait, l'hypothèse que je propose, c'est que la musique permettrait de faire l'expérience de se faire adresser sans se faire assigner. Je m'explique. À partir du moment où on s'adresse à l'autre, se met en place immédiatement une petite machine qui, bon, il me dit ça, mais est-ce vraiment ce qu'il veut dire? Il me dit ça, mais pourquoi me le dit-il? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'adresse à l'autre, par le biais de la parole, il y a un enjeu d'assignation possible, c'est-à-dire on l'assigne à une place. Et à partir de là, l'autre peut se sentir effectivement épinglé à cette place-là. On trouve ça de façon assez amusante, tu sais, dans l'histoire drôle que raconte Freud dans Le mot d'esprit dans ses rapports à l'inconscient, les deux juifs qui se rencontrent à la gare, et l'un qui dit où tu vas, et l'autre qui lui répond je vais à Cracovie. Il dit pourquoi tu me dis que tu vas à Cracovie pour que je pense que tu vas à Lemberg alors que je sais très bien que tu vas à Cracovie. Bon, voilà. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on est dans le registre de la parole, il y a la dimension du mensonge qui peut apparaître et du désir que l'autre a à mon égard. Bien, l'intérêt de la musique, c'est qu'on éprouve qu'elle s'adresse à nous, et ça on en fait l'expérience quotidienne. Quand on écoute de la musique, on a vraiment l'impression qu'elle nous parle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle sans rien nous dire. Et ça, c'est ce que Stravinsky avait résumé dans une formule extrêmement belle et provocante. Il disait « La musique ne dit rien, mais elle le dit bien ». Ça, c'est très beau comme expression. C'est-à-dire que Stravinsky, d'une certaine manière, avait pressenti cette tension entre ce qui relèverait du dire et du dit. Bien sûr qu'elle ne dit rien. La musique, elle ne raconte rien. Il n'y a que des bons névrosés pour reconnaître dans les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, quand on leur a raconté que ça racontait ça. Mais bon, voilà, si on n'était pas au courant que c'était issu de poèmes, c'est-à-dire, je défie quiconque de reconnaître dans le printemps et dans l'été, l'été. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas de dit de la musique. Par contre, il y a un dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'adresse à nous. Et c'est pour ça que la musique nous est si précieuse, parce qu'il y a ce dire sans ce dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous sommes délivrés grâce à la musique ou par la musique. Nous sommes délivrés de ce poids qu'est ce travail incessant du sens et de la cause. Voilà. À partir du moment où effectivement nous sommes pris dans le langage, et mon Dieu, c'est le choix que nous faisons pour la plupart tous, nous sommes effectivement pris dans cette douloureuse question de la mise en cause, de la mise en sens. Nous sommes des animaux malades de la signification. Eh bien,
ce qu'on pourrait dire, c'est que l'enfant autiste, grâce à la musique, et je crois que c'est pour ça qu'il l'accepte, voire qu'il la recherche, il pourrait faire l'expérience d'être adressé sans être assigné comme le langage pourrait le faire. Ça, c'est, je crois, ce qui nous permet d'être si reconnaissants à la musique. Alors ça, c'était une première chose. Si je parlais de la question de l'autisme, c'est parce que on a l'impression, c'est une hypothèse, qu'il y a entre l'environnement de certains enfants qu'on va qualifier d'autistes et la mère, des difficultés de rencontre. Alors, longtemps, on a pu croire que, et certains psychanalystes l'ont maladroitement soutenu, que l'autisme pouvait être effectivement la conséquence d'une impossibilité de la mère de pouvoir investir cet enfant. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, puisque je crois qu'on a pris en fait parfois la conséquence pour la cause. C'est-à-dire que pour avoir reçu régulièrement des mères avec leurs bébés, on peut voir comment ces mères peuvent être extrêmement, comment dirais-je, en difficulté, extrêmement troublées par le fait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'elles ont réussi à faire spontanément avec leur premier enfant, eh bien, avec cet enfant-là, ça ne marche pas. Elles essayent comme ça de rentrer en contact avec eux, de les appâter par ce travail comme ça mélodique de la voix, et on voit l'enfant rester complètement indifférent. Et puis, et ça c'est dans des films que Marie-Christine Laznick avait pu montrer, que je l'ai vu, et ça c'est tout à fait saisissant, c'est-à-dire qu'on peut voir cet enfant ne pas réagir à cette proposition vocale maternelle et, dans les bras de l'oncle, réagir. C'est-à-dire que l'oncle se met à lui parler, comme ça, comme on fait avec les bébés, hein, cette parole qualifiée par Marie-Christine Laznick de mamané, hein, c'est-à-dire cette énonciation un peu particulière que les adultes prennent lorsqu'ils s'adressent à des bébés. Et on voit le bébé, tout d'un coup, s'orienter vers la voix de cet oncle, alors qu'il ne le faisait pas avec la mère. Eh bien, c'était pour répondre à ta question, je me dis que là, effectivement, c'est comme si ça ne pouvait pas résonner. C'est-à-dire comme si cette rencontre entre ce corps et cette voix ne s'articulait pas. Alors, pourquoi, comment, ça, je n'en sais rien. Hein, je veux dire, ça serait bien prétentieux de pouvoir donner une explication. Par contre, le phénomène clinique me paraît extrêmement intéressant et je pense effectivement que pour répondre à ta question, oui, il y a des voix qui ne résonnent pas. Il y a des voix qui ne pourraient pas effectivement mettre ce corps en résonance, comme dans l'exemple de ce petit garçon qui, tout d'un coup, se met à résonner à la parole et à la voix de cet oncle et manifeste tout ce qu'un petit bébé manifeste lorsqu'il reçoit la voix de l'autre. Parce qu'il y a une appétence énorme pour la voix humaine chez le bébé, on le sait. Hein, et on sait même que le bébé est capable d'identifier quasiment immédiatement après sa naissance le timbre de la voix maternelle. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça d'accrochage immédiat au timbre maternel. Quand tu parles de la musicalité, de la musique, c'est de la musique sans voix,
Tu veux dire de la musique du violon, du piano, sans voix? Ça peut être aussi avec une voix. Ça peut être aussi avec une voix, parce qu'on sait, par exemple, que les enfants autistes sont très, très, très friands des comptines. Et bon, j'ai rencontré des petits enfants autistes qui connaissaient par cœur, qui ne parlaient pas, mais qui étaient capables de chanter des chansons qu'ils avaient entendues. Ou, par exemple, des spots publicitaires à la télévision. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un énoncé qui engage le sujet, donc qui engage la perte de la voix, mais c'est un énoncé dont on pourrait dire il est traversé. Par la musique. Oui. Parce que quand on parle de la voix, oui. Quand on nomme ça comme ça, la voix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la sonorisation, la vocalisation, le son, le timbre, la résonance, tout ça, c'est la voix. Ça dépend dans quel champ tu te situes. Si tu te situes du côté de la musicologie, si tu te situes du côté des arts, la voix, c'est ce que tu décris là. C'est-à-dire, ça va être la dimension mélodique, ça va être la dimension sonore, ça va être la qualité du timbre, tout ça, ça va être la voix. Si on se situe du côté de la musique, de la psychanalyse, pardon, si on se situe du côté de la psychanalyse, ça, c'est la dimension, je dirais, imaginaro-symbolique de la voix. C'est-à-dire, c'est l'enveloppe qui va nous permettre d'accéder à cette vacuité qu'est la voix comme objet petit a. Parce que la voix comme objet petit a, je le répète, ce n'est pas ce qu'on entend, absolument pas. Et c'est pour ça que partir des hallucinations, c'était quelque chose de très important, je crois, et ça permettait à Lacan de ne pas errer. C'est-à-dire, nos collègues post-freudiens, donc toute l'école anglo-américaine, vont justement s'attacher à la voix sur cette dimension imaginaro-symbolique, c'est-à-dire cette dimension d'enveloppe. Et donc, ils vont parler la plupart du temps de la question justement de la voix maternelle, la voix enveloppante, le bain sonore. Bon, cette dimension-là existe, elle est importante, elle est réelle. Mais là où Lacan, je pense, a fait un pas supplémentaire, c'est justement en déconnectant cette question de la voix de cette simple enveloppe imaginaro-symbolique pour en faire quelque chose. Et Jacques-Alain Miller a une définition qui me paraît tout à fait pertinente de la voix dans un texte qui s'appelle Lacan et la voix. Il dit c'est tout ce qui, de la chaîne signifiante, ne participe pas à l'effet de signification. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que du coup, on pourrait dire que la voix, c'est ce qui sous-tend la chaîne signifiante, mais qui pour autant n'est pas à repérer du côté de la mélodie. Absolument pas. Qui n'est pas à repérer du côté des effets de voix. La voix, en gros, on pourrait dire qu'elle émerge lorsque la chaîne signifiante, tout d'un coup, elle vient à se rompre et elle peut apparaître alors sous la forme, un exemple, ça serait l'aphonie de Dora, voilà, ou l'atout hystérique. L'atout hystérique, effectivement, c'est une façon de donner de la voix sans dire.
sans avoir, effectivement, c'est donner de la voix et faire entendre cette voix du côté, effectivement, de sa dimension la plus réelle, c'est-à-dire la plus organique. Mais là, on n'est pas du côté de la mélodie, on n'est pas du côté de la beauté du son. C'est pour ça que s'il fallait, comment dirais-je, tenter, c'est toujours difficile d'approcher le réel, tu le sais. Donc, on est obligé comme ça de l'envelopper de cette dimension imaginaro-symbolique pour essayer de l'approcher, mais c'est toujours bien sûr quelque chose qui est une erreur, mais on est obligé de faire comme ça, on ne peut pas faire autrement. Je crois que Lacan, lorsqu'il parle du regard, pour essayer de faire entendre à son auditoire ce que serait le regard, il parle du regard de l'aveugle ou de l'orbite de la tête de mort. Donc, prenons le regard de l'aveugle. Ce qui est tout à fait intéressant dans le regard de l'aveugle, c'est quoi? C'est que ça permet de disjoindre de façon radicale ce qui relève du regard et ce qui relève de la vision. C'est-à-dire que l'aveugle, c'est celui qui peut me regarder sans me voir. La vision, c'est quelque chose qui est discontinu. Tous les travaux de psychologie expérimentale montrent que quand on veut lire, eh bien on fait en fait des prélèvements d'informations sur la page. Et donc c'est quelque chose de discontinu. La vision, c'est tac, 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 comme ça. Alors que le regard, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, le regard, il se manifesterait dans sa dimension de continuité absolue. Si on applique ça, ou si on essaie de comprendre ça dans le champ de la voix, et de la voix comme objet petit a, eh ben on pourrait reprendre les développements que Lacan fait autour du célèbre tableau de Munch, qui est le cri. Qu'est-ce qu'on voit effectivement dans ce tableau? On voit une bouche ouverte pour l'éternité, d'où jaillit un cri qu'on n'entend pas. Ben ça, je crois effectivement que si on voulait essayer d'approcher la voix dans le sens où Lacan essaye de la cerner, ça serait ça qui nous permettrait de le comprendre. Et là, tu vois bien qu'avec ce cri de Munch, on est à des années-lumière de quelque chose qui serait de l'ordre de la musicalité. On pourrait même dire que la musicalité, c'est ce qui va venir voiler, d'une certaine manière, l'horreur de ce que la voix pourrait venir présentifier. Dans ce même texte, Miller propose aussi une chose tout à fait intéressante qui est assez juste. Il dit en fait, si on parle tant, si on fait nos colloques, si on fait de la musique, si on l'écoute, etc., c'est pour ne pas entendre la voix dans sa dimension d'objet petit a. Parce que nous entendons tous des voix. À la différence du psychotique qui, lui, va les situer comme venant d'ailleurs, nous, en tant que névrosés, nous sommes capables de nous dire que ce sont des voix que nous produisons. Et ça, c'est une intuition que Freud a très tôt, dès son texte pour introduire le narcissisme. Freud nous dit il existe à l'intérieur du sujet une instance qu'il n'a pas encore identifiée, qu'il n'a pas encore appelée le surmoi, mais une instance qui observe et qui critique et qui commente ce que fait le sujet. Eh bien, on pourrait dire que notre expérience de la voix comme objet petit a, dans sa dimension persécutrice, c'est le surmoi. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant que Freud ait repéré dès le début l'essence sonore du surmoi,
Hein, il dit, voilà, c'est quelque chose de sonore, même si le surmoi peut se manifester aussi sous la forme d'un regard, mais c'est vrai qu'elle se manifeste de façon plus radicale sous la forme d'une voix. Et c'est aussi de cette voix que les patients peuvent régulièrement se plaindre lorsqu'ils viennent nous dire mais ça n'arrête pas de parler en moi, c'est insupportable, ça parle tout le temps, aidez-moi à faire taire ça, quoi. Bien, voilà. Nous sommes des entendeurs de voix et nous essayons effectivement de négocier par différentes stratégies ce rapport à cette voix qui est tout le temps là et qui a une dimension persécutrice. D'ailleurs, Freud le dit très bien pour introduire le narcissisme, il dit cette chose tout à fait intéressante, il dit cette instance, c'est quelque chose qui aurait à voir avec le délire d'observation. C'est quand même fascinant que Freud, pour introduire le narcissisme, repère qu'il y a une dimension quasi forclusive dans le surmoi, et que ce surmoi, il peut avoir quand même cette dimension persécutrice extrêmement forte. Lacan, en parlant du signifiant et de la signification, oui. Quand on parle du signifiant, on est en train de parler de la sonorisation. La signification, c'est la signification. C'est le travail du sens. Oui. Le sens, l'effet de sens, etc. Mais le signifiant comme tel, c'est la sonorisation. Alors là, c'est où Lacan s'approche au registre du réel, à partir du signifiant comme tel. Bien sûr, je suis en train de le couper du registre symbolique, mais justement pour faire cas de la sonorisation. Alors, ces approches au réel viennent de là. Et bien sûr, tout au long de son enseignement, il a parlé du signifiant, et chaque fois, le registre du réel pesait plus et plus et plus, à partir des néologismes, à partir les jeux homophoniques, avec les jeux de mots, etc. Tous ont à voir avec la sonorisation. Alors, par exemple, quand il travaille sur Joyce et tous les jeux de mots que Joyce fait, et cela, ce qui est là en place, c'est le registre du réel. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Alors, ce qui est là en place, c'est effectivement, je veux dire, quelque chose qui tend vers le réel. Mais je crois que, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'importe. C'est-à-dire que le réel, sauf cas tout à fait particulier, on l'approche, C'est pour ça que nous sommes aussi extrêmement intéressés par la question de l'art. C'est-à-dire que l'art, c'est ce qui nous permet d'aller contacter, d'une certaine manière, le réel, sans s'y abîmer. Lorsque Lacan nous propose cette très belle proposition dans le séminaire 7, élever l'objet et la dignité de la chose, c'est-à-dire aller contacter à partir de l'objet de création cet objet primordial qui est à la place du réel, je veux dire, qui est ça, c'est-à-dire que c'est quand même cette question de venir cerner le réel. Mais ce n'est pas quelque chose qui va venir rencontrer le réel, parce que la rencontre avec le réel, elle est toujours traumatique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi si on met l'accent sur l'idée que, effectivement, ce travail sur le néologisme, sur la poésie, c'est ce qui permet de venir faire signe vers cette dimension du réel, de le convoquer sans effectivement faire en sorte qu'il puisse être effractant. C'est-à-dire que dans la poésie, dans l'art en général, on pourrait dire que c'est ce qui, à la fois, dans le même mouvement, voile et dévoile la chose, donc
le réel. C'est instaurer justement ce type de rapport au réel qui soit un rapport non plus de défense, comme on le fait quotidiennement, hein, c'est-à-dire le névrosé qui essaie de prévoir, de faire en sorte qu'effectivement rien ne puisse le surprendre. Eh bien, dans le dispositif artistique, on accepte d'établir un nouveau type, un nouveau pacte, une nouvelle modalité de négociation avec le réel. Mais pour revenir à Lacan, si les derniers séminaires de Lacan se sont déroulés dans le silence le plus absolu, sous le regard médusé et parfois, comment dirais-je, terrifié presque, d'après certains témoignages. C'est pas simplement, je crois, parce que Lacan avait des troubles neurologiques. Bon, peut-être qu'il y avait ça, mais je crois qu'il y avait aussi le fait que si on se dit que la voix, dans sa dimension aphone, c'est l'objet petit a, alors on ne pouvait en arriver que là. C'est-à-dire être présent dans le silence pour faire entendre la voix dans sa dimension d'objet petit a. C'est-à-dire une adresse, puisque Lacan était là, le public était là, donc à partir de là, il y a une adresse, mais une adresse qui était plus sonorisée. Alors, c'est une interprétation que je propose, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je me dis que, tu vois, si on se dit qu'on part du symbolique pour arriver à une tentative de venir approcher de plus en plus le réel, eh bien, le fait de rester silencieux, c'était une façon, effectivement, de faire se confronter le public du séminaire à cette dimension de la voix dans cette dimension d'objet petit a. D'accord. Parfait.